faire une conférence intitulée « L'amour transmédial, étude de l'expérience affective chez le spectateur et le joueur ». Très différent. On peut voir des autres conférences d'avant. Alors, on peut voir l'amour comme le moteur de création artistique, mais moi, dans ma conférence, je vais m'intéresser plutôt à la perspective inverse. C'est-à-dire ce que les effets, ce que la représentation d'univers amoureux, d'univers fictionnel amoureux va provoquer sur le spectateur et le joueur en particulier. Alors, l'étude de l'expérience affective du spectateur et du joueur va se faire notamment dans les travaux théoriciens de la psychologie cognitive, sur lesquels je vais me baser pour mon analyse, ainsi que la philosophie des émotions. Mais ceux-ci vont surtout se concentrer sur l'industrie plus commerciale. On va parler des films hollywoodiens beaucoup, les jeux vidéo de l'industrie un peu plus de masse. Là. On peut penser à des grands noms, Grand Theft Auto, etc. Des trucs comme ça. Par contre, je vais m'intéresser à des œuvres qui n'en font pas exactement partie, c'est-à-dire In the Mood for Love de Wong Kar-wai, ainsi que le jeu Gone Home de Fulbright Company, deux œuvres qui sont intéressantes justement pour l'utilisation du langage émotionnel, qui vont s'éloigner un peu des représentations canoniques qu'on peut voir dans le cinéma hollywoodien, par exemple, ou le jeu vidéo commercial, on va appeler ça comme ça. Alors, d'abord, je vais faire l'état de quelques constatations théoriques qui vont être nécessaires pour l'analyse, parce que j'imagine que vous n'êtes pas exactement familier avec mon cadre théorique. Donc, la première constatation que je peux faire, c'est que le spectateur et le joueur vont aborder l'univers fictionnel avec les mêmes compétences cognitives et les mêmes organes que lors de situations réelles. Ce qui fait en sorte que dans le réel, tout comme dans le réel, en fait, les émotions du spectateur et du joueur sont le résultat d'un processus cognitif conscient et préconscient. Je m'explique. Certaines réactions vont vous sembler automatiques, par exemple, un sursaut va survenir à la suite d'un stimulus très intense, un son rapide. Ça, c'est une réaction automatique qui est provoquée par, entre autres, le cortex prémoteur et le système neuronal miroir, mais je ne vous encombrerai pas dans des explications de parties du cerveau, je ne pointerai pas à l'écran comme ça. Alors, oui. Donc, aussi, il va y avoir des réactions mimicries, c'est un terme que je vais utiliser pour l'expliquer. En fait, c'est de la contagion imitative. On parlait tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus, la différence entre l'érotisme et la pornographie. Dans la pornographie, on va voir des organes qui se touchent, ce qui va engendrer des réactions imitatives au niveau du système neuronal miroir, justement, où notre corps va simuler / copier l'action qui va se présenter. Tandis que dans l'érotisme, c'est une représentation qui va être beaucoup plus édulcorée. Le spectateur va devoir, par exemple, aller au-delà de ce que l'image lui montre pour pouvoir simuler les informations qui vont lui être suggérées, mais pas données d'emblée. Ça, je rebondis comme ça pour vous expliquer. Et donc, voilà où j'en étais. Oui, donc face à un film, le spectateur n'aura pas d'instance sur le déroulement des actions à l'écran. Ces réponses émotionnelles et affectives, je définis ça comme étant des humeurs, quelque chose d'un peu plus diffus, des réactions corporelles automatiques, par exemple, vont rentrer là-dedans. Émotionnel va être plus un processus conscient face à l'évaluation de ce qui va se trouver dans l'action comme un ensemble. Et les émotions vont être définies comme des tendances à l'action. Par exemple, j'ai peur, je fuis. Ça aurait été la réaction normale dans une situation réelle. Par contre, face à un film, le spectateur va être conscient que ce qui se déroule à l'écran n'est pas réel. Ce qui va engendrer une réaction aussi, en fait, un niveau de complexité dans sa réaction qui ne sera pas le même que lors d'une situation réelle. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ce qui va pousser d'ailleurs Edestan à identifier des émotions ressenties face à la fiction comme des émotions témoins, des émotions qui vont être empathiques, par exemple, à l'égard des personnages. Finalement, face à un jeu vidéo,
le potentiel d'action du joueur va se rapprocher relativement du potentiel d'action qu'il peut avoir dans une situation réelle, ce qui va amener une complexification supplémentaire dans les réponses émotionnelles et affectives du joueur vis-à-vis de celles vécues par le spectateur. Alors, l'étude des émotions vécues dans les œuvres fictionnelles vont pousser Edelstein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à amorcer une catégorisation des différentes émotions selon les stratégies qui vont les provoquer. Par exemple, les émotions fictionnelles, c'est une première catégorie, qui peuvent être aussi appelées directes, sympathiques ou empathiques, vont être des émotions qui vont être provoquées par la diégèse de l'action qui va être présentée, tandis que des émotions artistiques vont être des réponses qui seront produites par les caractéristiques formelles de l'œuvre, son statut d'artefact. De même, les théoriciens vont se baser, vous voyez ici, l'ouvrage date quand même de 1996, il y a des études qui ont été faites depuis, par en fait cette catégorisation-là. D'autres auteurs vont ensuite la recatégoriser, mais je vais retenir la collaboration de Karl Plantinga dans l'élaboration d'une théorie cognitive perceptuelle, qui va en fait élaborer une catégorie supplémentaire, celle des méta-émotions, qui sont des émotions qui seront suscitées par des variables externes à l'œuvre elle-même. Ça peut être les bruits environnants de la personne qui va bloquer son immersion dans l'œuvre, il va être poussé à quitter son visionnement, par exemple. Ça peut être même sa mémoire affective, ce qui va être présenté à l'écran peut aller chercher certaines connaissances aussi antérieures face à la fiction qui ne sont pas nécessairement données dans l'œuvre. Ce qui va faire en sorte que les émotions du spectateur ou leur réaction affective va être nécessairement différente souvent de celle d'un autre spectateur à ce niveau-là. Le médium vidéoludique va reprendre aussi ces trois catégories-là quand on va l'étudier, ce qui va pousser aussi certains chercheurs comme Bernard Perron de l'Université de Montréal à se questionner s'il serait plus juste de distinguer aussi une nouvelle catégorie, la catégorie des émotions vidéoludiques, soit des émotions qui vont être relatives à la relation de l'évaluation du joueur de ses compétences face au jeu, étant donné qu'il va interagir directement avec l'action, l'univers narratif qui va y être présenté. Maintenant, oui, donc je vous ai mis une petite citation. Jouer à un jeu vidéo ne consiste pas seulement à comprendre une histoire, mais plutôt à résoudre les problèmes, à triompher d'obstacles, à affronter des adversaires, à explorer un monde virtuel, etc. Les actions du gamer et les réactions de ce monde vont bel et bien susciter des émotions d'une autre nature, des émotions vidéoludiques. Au cinéma, maintenant, si on reprend notre recherche de stratégie modélisante de l'expérience émotionnelle du spectateur, on va remarquer qu'une grande part de la production d'émotions va découler de la simulation par le spectateur des actions qui sont présentées dans le film. Je vous ai mis une belle citation. But if they are to be emotionally stirred by the film, viewers must not only experience the pleasure of watching attractive characters, but also be prompt to simulate their action tendencies. To feel the full glow of love, we must experience the desire to come close to the characters by simulating how they approach one another in the diegetic world. The reason why films are able to evoke strong passion is precisely the information we receive from the diegetic world. Donc, en simulant les actions qui sont fournies par la focalisation diégétique sur les personnages, le spectateur va pouvoir ressentir les émotions passionnelles dans le cas d'une représentation d'un univers amoureux, par exemple. Et là, je vais vous mettre un bel exemple de The Notebook pour vous illustrer toute la passion. Ah, le son fonctionne-t-il? Oh non! Ah, vous avez tout manqué. Espérons que ça marche, sinon... Why didn't you write me? Why? It wasn't over for me. I waited for you for
7 years. And now it's too late. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Bisous passionnés. Et en fait, bon, cet extrait-là, mis hors contexte, on va quand même enlever une bonne part de la tension diégétique qui va être donnée par toute l'approche qui va être donnée des deux personnages et leur dilemme. Donc, c'est parce que le spectateur va simuler l'action par la focalisation diégétique sur deux personnages qu'il va pouvoir ressentir toute la passion entre ces deux personnages-là. Mais si on revient à mon objet d'étude, In the Mood for Love, que se passera-t-il lorsqu'on va aborder une œuvre qui va mettre en scène l'amour, mais qui n'aura aucune manifestation explicite, corporelle de cet amour-là? Ce qui se passe, c'est en fait que dans In the Mood for Love, le spectateur va devoir interpréter la trame narrative parce qu'elle ne sera pas donnée de façon aussi transparente que dans The Notebook, par exemple. La tension amoureuse entre... Ouais, c'est ça, excusez-moi. C'est l'histoire d'un homme, dans In the Mood for Love, et d'une femme, à Hong Kong, dans les années 60, qui vont aménager, ils vont devenir voisins, ils vont aménager dans des appartements côte à côte. Puis, ils vont se rendre compte que le mari et la femme respectifs de ces deux personnages-là vont entretenir une relation extra-conjugale ensemble. Ils vont essayer de se rencontrer pour pouvoir recréer les circonstances d'une telle relation extra-conjugale et finalement développer une forme de tension amoureuse aussi entre les deux, une tension amoureuse impossible car extra-conjugale en fait, ça finit pas très bien. Mais encore là, pour reconstituer cette histoire-là, même si c'est seulement son sens premier, le spectateur va se servir des informations que lui donne à la fois la diégèse et les constituantes formelles pour comprendre le film, une condition qui va être nécessaire à sa progression. Bernard Perron va dire d'ailleurs associer la spectature en progression à une démarche heuristique, c'est mettre en évidence qu'à l'instar du critique et du chercheur en études cinématographiques, le spectateur est en quête de connaissances, d'une connaissance adaptée à son but premier, progresser dans le récit filmique. Ce processus va être aussi vrai dans The Notebook, mais de façon un peu moins évidente. Dans le fond, ce qui va permettre aux spectateurs d'In the Mood for Love de comprendre ce qui se passe dans le film, ça va être la répétition des scènes, parce que tout le film réside dans la répétition, dans la lenteur, dans la musique, et vous allez en voir un extrait. Oui. Non. Oui.
beaucoup moins diégétique qu'artistique, contrairement à ce qu'on aurait pu voir de nos books. On s'entend que c'est pas exactement la même suggestion. Donc, ce qui va permettre aux spectateurs de ressentir des émotions, ça va être, par exemple, les ralentis. Vous avez pu voir le ralenti de pluie érotique que j'appelle juste avant la scène. La musique, le montage qui va suggérer justement cette tension-là amoureuse, les regards, tout en subtilité, mais bien présent. Donc, la musique, comme je le disais, va servir de tremplin pour produire ces émotions-là chez le spectateur. Je vous laisse la citation ici, vous pouvez la lire parce que là, je vais accélérer un petit peu. Selon Plantinga, la musique n'est pas émotionnelle en soi, mais est un tremplin d'intensification, un guide vers la production d'émotions. On peut même aussi changer le sens d'une scène. Si on avait mis une musique à la scène, on aurait pu penser à une scène de poursuite à la Psycho. Tandis que là, maintenant, les émotions vont être suggérées par la musique, par la mélodie langoureuse et un peu mélancolique aussi. L'intensité de la scène vécue par le spectateur, justement, c'est ça, par la musique langoureuse et mélancolique. Ce processus va être toutefois plus ou moins conscient, dans le sens où la musique va créer des affects, le corps va entrer en phase avec le rythme, avec le tempo de la musique, tandis que les émotions vont résulter du processus conscient d'évaluation globale de la scène. La sensibilité artistique du spectateur va aussi beaucoup jouer dans l'élaboration de ces émotions-là, parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement sensible ou a des intérêts particuliers qui va influencer en fait son expérience émotionnelle. Pourtant, les affects vont rester quand même similaires, étant donné que c'est une réaction automatique. Le corps va quand même se mettre en phase avec le tempo et le rythme de la musique. Maintenant, dans Gone Home, je fais un parallèle. Gone Home aussi ne va pas mettre de scène d'action corporelle d'un personnage pour créer des émotions chez le joueur. Dans le jeu, on incarne un avatar qui se nomme Katie, qui revient d'un voyage d'un an en Europe à la maison. Ses parents ont déménagé pendant l'année, donc elle retourne à une maison qu'elle ne connaît pas et il n'y a personne pour l'accueillir. Seulement une note de sa jeune sœur de 17 ans qui lui annonce son départ et qui la supplie de ne pas tenter de la retrouver ni de retrouver les circonstances pour lesquelles elle est partie. Évidemment, le jeu sera cette découverte une exploration spatiale de la maison où on va prendre différents objets qui vont activer des entrées de journaux intimes qui vont nous révéler finalement les raisons pour lesquelles elle est partie. Et comme cette conférence est sur l'amour, vous devez deviner un peu pourquoi elle est partie. Je vais quand même vous mettre un extrait révélateur. Oh my God. Katie, I fell asleep in the attic and Lonnie in my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the 3rd one before the machine got it. And it was Lonnie on a payphone. So she'd been on the bus to basic, and she said she couldn't think of anything but me and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being apart and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, "Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us." And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Alors, dans son récit, je vais vous mettre un peu en contexte, Samantha va expliquer en gros qu'elle se fait critiquer à l'école dû par son homosexualité, les parents sont pas d'accord, puis finalement elle va partir avec sa copine
qui était supposé être parti à l'armée, mais qui a finalement décidé de tout lâcher pour qu'ils puissent vivre leur amour. Donc, dans Gone Home, les indices ne seront pas fournis par la temporalité du récit, contrairement à The Mood for Love, mais bien dans l'environnement, parce que c'est en explorant l'environnement que les gens, en fait, le joueur va pouvoir avoir accès à la progression narrative de l'œuvre. Ce qui va pousser Henry Jenkins à définir la narrativité vidéoludique comme étant architecturale plutôt que temporelle. Aussi, là je vous laisse la citation, vous pouvez la lire. Aussi, contrairement à The Notebook ou In the Mood for Love, ce n'est pas la focalisation diégétique sur un protagoniste qui va susciter les émotions directes. Katie, comme Avatar, parce que c'est le protagoniste, c'est un peu nous, entre guillemets. Pas nous, en fait, mais en tout cas, vous comprenez, va se définir par son potentiel d'action qu'elle offre aux joueurs. Les émotions directes seront par contre fournies par les personnages secondaires, soit les NPCs, des personnages non jouables. Ce qui va rapprocher le joueur de la posture du spectateur dans la création de ses émotions. Comme le dira Carl Terrien, on retrouve ici une belle ambiguïté affective entre le contrôle de première main exercé sur un protagoniste et la projection dans la réalité vécue par les personnages secondaires ou carrément antagonistes. Cette variabilité de posture immersive est déjà bien connue du spectateur de cinéma. De même, il n'y a pas que le récit de Samantha qui va toucher le spectateur, mais une grande part des émotions va être attribuée à sa voix, qui va être capable de générer des affects par la contagion, au même titre qu'un visage expressif, par exemple. Là, je vous laisse la citation parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps pour aller dîner. Donc, selon Platinga, les effets de la voix vont faire des processus mimicry, car le spectateur et le joueur vont copier ou simuler directement les gestes, les expressions du visage, les inflexions de la voix compris, des éléments qui sont le plus souvent saturés de connaissances émotionnelles aussi, qui vont résonner chez le spectateur. Pourtant, ce qu'on peut définir aussi, c'est que le plaisir que procure le jeu, cette émotion, par exemple, de satisfaction d'avoir résolu l'histoire à la fin, vont être des émotions typiquement vidéoludiques. L'instance directe du joueur dans la progression narrative va apporter cette complexification-là dans l'immersion narrative dont Torben Gradal va parler. Alors, en conclusion, je soulignerais qu'il y a déjà une dimension ludique dans l'action du spectateur par son activité d'interprétation. Par exemple, dans The Mood for Love, si on voit le film 2046 tout de suite après, là on sent qu'il y a comme une complicité entre le réalisateur et le spectateur qui a compris, ce qui en résulte d'une émotion de satisfaction, par exemple. C'est déjà une dimension qui est un peu ludique, en fait. Par contre, l'interactivité du médium vidéoludique, soit les réponses visuelles, dans le cas de Gone Home plus sonore que visuel, on s'entend, du jeu aux actions entreprises par le joueur tend à procurer des émotions viscérales également plus complexes et intenses que ce que le spectateur va pouvoir vivre dans l'expérience de son visionnement. Alors, j'ai tenté de voir par In the Mood for Love et Gone Home que y a, en fait, ce que des représentations de l'amour peuvent créer individuellement chez des spectateurs. Bien entendu, cette analyse-là n'est pas globale de l'expérience de la spectature ou de la jouabilité, mais c'est ça, j'ai essayé de faire un petit portrait rapide de ce que ça pouvait donner.